Aujourd'hui, mixeur. Visite deux boucheries au style différent, mais qui sont toutes deux ouvertes par des restaurants et où la viande ne se choisit et ne s'achète pas n'importe comment. Je pense que dans une boucherie comme ça, la chose qui est intéressante, c'est être capable de discuter avec le boucher ce que vous voulez. Donc, on a des gens qui viennent avec une recette et ils nous demandent quelque chose spécifique. Et parce qu'on a des carcasses complètes dans notre frigo, on est capable de leur fournir ce qu'ils veulent. Découvre aux Pays-Bas le savoir-faire séculaire et le fameux bleu de la manufacture royale Delft. Et rencontre Gaston Acurio, le chef péruvien qui a fait de son pays une grande destination gastronomique. Bien sûr, au début, on faisait la cuisine française. Mais petit à petit, on commençait à découvrir notre pays, notre culture dans tout le monde. C'est maintenant chose faite à Montréal. La boucherie a ici aussi le vent en poupe, avec des commerces d'un nouveau genre, ouverts le plus souvent par des restaurateurs. Viande soigneusement sélectionnée, coupes et préparations variées, ces boucheries font le pari de la qualité plus que de la quantité et des bas prix. Et c'est aujourd'hui ce que les amateurs carnivores demandent. L'une des premières à avoir ouvert ses portes est la boucherie Lawrence, située à 2 pas du restaurant du même nom. Le Grinder, célèbre restaurant de la rue Notre-Dame, a également ouvert sa boucherie, en misant certes sur les produits, mais aussi sur un design qui ne passe pas inaperçu. Pourquoi et comment est née cette boucherie? Cette boucherie est née, dans le fond, j'étais chef cuisinier pour le Grinder. Puis, à un moment donné, j'ai décidé de démissionner pour plus me diriger dans la viande parce que c'est un métier qui m'intéresse énormément. Il y a un local qui s'est libéré juste à côté du restaurant. Ça nous semblait une bonne idée pour fournir les restaurants, un bon lien, etc. Fait qu'on a sauté sur l'occasion. Après, on a commencé à faire des recherches pour voir quel style de boucherie on aimerait monter. On ne voulait pas s'enligner sur une boucherie traditionnelle avec un comptoir, etc. On voulait plus y aller sur quelque chose de jamais vu, surtout en Amérique du Nord. Fait qu'on a fait des recherches, j'ai fait des recherches, puis là je suis tombé sur cette boucherie à Sydney, la boucherie Victor Churchill. C'est là que j'ai eu le coup de cœur pour cette boucherie, fait qu'on est parti sur cette inspiration-là. On avait un restaurant déjà en opération pendant 3 années, 2 ans et demi, quand on a ouvert la boucherie. Et la raison pour l'ouverture était qu'on avait beaucoup de contacts avec des producteurs partout au Québec. Et on a travaillé toujours directement avec des petits producteurs et avec des carcasses complètes, etc. Et ça nous a donné l'idée de partager ça avec le monde, pas juste dans un restaurant, mais aussi dans une boucherie où ils pourraient prendre tout ça à la maison et préparer eux-mêmes. Il n'y a pas beaucoup d'opportunités pour acheter de la viande qui vient directement de petites fermes au Québec ou à Montréal. On voulait vraiment travailler directement avec de très petits producteurs locaux qui ont un style d'agriculture qui amène beaucoup de responsabilités vers les animaux, vers l'environnement, vers leurs travailleurs et tout. On était obligé de plus chercher des gens qui n'ont pas déjà de lien avec des restaurants et des boucheries ici, ceux qui travaillent vraiment petits et indépendants. Est-ce que vous n'avez pas eu peur à un certain moment de faire trop luxe, un concept peut-être trop novateur pour Montréal? On y a pensé, mais en même temps, on s'est dit qu'on voulait attirer l'attention. Parce qu'une boucherie traditionnelle, des fois, tu vas passer devant, tu vas pas forcément t'arrêter. Là, justement, le fait qu'il y a des gens, ils passent devant la rue, ils s'arrêtent pour prendre des photos, ils rentrent à l'intérieur, puis ça aide aussi, je pense, à se faire connaître. Après, quand ils rentrent à l'intérieur, ils voient que nos prix sont très abordables, qu'on est vraiment dans la concurrence. Qu'est-ce qui fait une bonne viande? Je pense qu'il y a plusieurs critères qui vont faire une bonne viande. Il y a la manière dont elle va être élevée. L'idéal, bien sûr, ça va être d'être élevé en plein air, nourri à l'herbe, au grain, sans antibiotiques, sans hormones de croissance. Il y a aussi, après, la manière dont on va aussi la travailler, la faire vieillir. C'est très important.
Une bonne nourriture, pas de stress. Le stress se voit vraiment, particulièrement à la fin, ça se voit dans la viande. Mais c'est une question de goût, parce que pour moi, une bonne viande n'a pas nécessairement beaucoup de gras. Je suis habituée à un goût beaucoup plus comme noisette, gibier. C'est très différent, mais pour moi, ça, c'est une bonne viande. Le vieillissement, ça consiste en fait à laisser une viande dans une chambre froide qui va se situer entre 0 et 2 degrés avec un taux d'humidité contrôlé, c'est-à-dire qu'il faut vraiment un taux d'humidité qui se situe entre 75 et 80% pour éviter que la viande moisisse. Le fait de vieillir de la viande, c'est que les fibres musculaires se détendent, c'est là où on va acquérir beaucoup de tendreté, puis on va aussi avoir beaucoup d'eau qui va s'évaporer, d'où le fait d'acquérir aussi beaucoup de saveur, parce que la viande va se concentrer, fait qu'on va avoir vraiment... Plus tu vas la faire vieillir, plus ta viande va être goûteuse. Nous, ici, on va vraiment faire juste du 30, 60 et 90. Puis si des gens veulent au-delà du 90 jours, ça se fera sur commande spéciale. Pour nous, notre intervention, c'est beaucoup de faire des produits transformés, donc faire des saucisses, etc. Et d'utiliser des recettes qui n'ont pas beaucoup de choses qui sont pas bonnes. Je pense que dans une boucherie comme ça, la chose qui est intéressante, c'est être capable de discuter avec le boucher ce que vous voulez. Donc, on a des gens qui viennent avec une recette et ils nous demandent quelque chose de spécifique. Et parce qu'on a des carcasses complètes dans notre frigo, on est capable de leur fournir ce qu'ils veulent, au lieu d'avoir juste comme tout déjà découpé dans le frigo. Et là, il faut que vous choisissez n'importe quoi. Qu'est-ce que le fait d'être restaurateur en premier apporte à ce métier de boucherie? Mais ça nous donne une assurance. On peut utiliser les choses qu'on ne vend pas. Ça devient un écosystème vraiment intéressant, un restaurant, une boucherie. Je pense qu'avoir une boucherie avec des carcasses complètes sans un restaurant à vous aider, c'est presque impossible. Parce qu'en été, tout le monde veut griller. En hiver, tout le monde veut braiser. Il y a toujours l'autre moitié de la carcasse qui en reste. Donc... Je pense que la restauration, elle apporte le souci du détail. Et j'ai vraiment essayé de disposer ça pour que le client ait envie de la manger, que ça lui donne envie, différemment d'une boucherie traditionnelle où toutes les viandes sont entassées. Il y a tellement de pièces qu'on ne voit pas vraiment qu'est-ce qu'on veut. Là, toutes les pièces sont bien séparées. Puis je pense que ça leur donne aussi envie de les manger. Ils voient au détail, ils sont vraiment devant leurs yeux, on les coupe devant eux. Je pense que ça les ravit. Allô, je m'appelle Eric, je suis chef propriétaire du Camion Roux et aujourd'hui, je vais vous faire de la poutine. On commence avec nos pommes de terre. On utilise des pommes de terre Yukon Gold. On utilise une grosse coupe de frites, plus grosse que certaines places. On les blanchit à 260 degrés jusqu'à temps qu'ils soient assez molles pour les écraser. Puis après ça, la deuxième fois, on les frit à la commande. Fromage en grains, nous, on aime utiliser encore une fois les gros grains plutôt que les plus petits. Puis ce fromage-là, c'est du Patriote. Notre sauce est faite souvent avec des fonds différents. Là, aujourd'hui, le fond qu'on a aussi, c'est un fond de canard. Sur la table du peintre Vermeer, les plats étaient servis dans de la faïence de Delft. Un savoir-faire et une couleur, le bleu, qui a fait connaître cette région de Hollande dans le monde entier. La Royal Delft est la plus célèbre manufacture de Delft, la seule qui fabrique encore ses pièces dans la ville et qui perpétue cette tradition qui remonte au XVIIe siècle. L'histoire du bleu de Delft remonte au XVIIe siècle, quand un navire de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales s'est emparé d'une importante cargaison de porcelaine chinoise d'un vaisseau portugais. La porcelaine a été mise à l'encan et vendue pour une somme colossale.
On a alors commencé à importer de Chine des céramiques bleues et blanches. Mais de nombreuses guerres secouaient la Chine au XVIIe siècle, de sorte que les livraisons de ces céramiques ont été interrompues. Cela a amené les faïenciers de Delft à commencer leur propre production. D'abord en copiant la porcelaine chinoise, bien sûr, et plus tard en ajoutant des pièces et des touches originales à la collection. Quand on pense à des produits typiquement néerlandais, on pense bien sûr aux fameuses tulipières. Au XVIIe siècle, soit à l'âge d'or du commerce hollandais, les bulbes de tulipes avaient une immense valeur. Ils valaient même plus que l'or. C'est incroyable. Les tulipières servaient donc à présenter vos tulipes en fleurs. This was a product to present it. Notre décision stratégique a été de préserver l'essence du produit. Et cette essence, c'est l'art de la peinture à la main développé au fil des siècles et qui caractérise les pièces classiques. Mais en même temps, le goût des gens change. Le goût des gens évolue. Les pièces que nous produisons ici à Delft sont très dispendieuses. Mais nous voulons aussi rejoindre les gens au budget plus modeste, au goût différent. Nous avons donc développé une collection de faïences parallèles aux formes modernes, conçues par des designers externes. On dit que le design est le nouveau savoir-faire du XXIe siècle. Donc, avec le travail de designers externes pour les formes et celui de nos propres artisans pour les motifs, nous pouvons créer de nouveaux articles conservant une touche de la tradition Delft. Nous ne modifierons pas nos motifs. Nous croyons que les motifs et l'art de nos maîtres peintres sont l'essence de notre compagnie. Voici un bon exemple d'article typiquement hollandais. C'est un plat à hareng. On sait que les Néerlandais aiment le hareng cru. Au XVIIe siècle, ce plat est une façon esthétique de le servir. Nous avons une façon particulière de nettoyer et servir le hareng. Nous le mangeons comme ça. Ce plat présente une combinaison différente de couleurs qu'on appelle polychrome. Il est combiné avec le bleu de Delft qui a été développé à la même époque. Il existe d'autres fabricants à Delft. Mais quelle est la spécificité de Royal Delft? Nous sommes les seuls qui produisent à Delft, dans la ville de Delft. Nous sommes uniques en ce sens. Naturellement, beaucoup d'autres fabriques s'inspirent de la faïence de Delft. Cette technique, malheureusement, n'est pas limitée à la ville de Delft. Nous avons conservé l'essence du produit, ici même à Delft. Gaston Accuriaux est né pour être cuisinier, et ce malgré le fait qu'il est le fils d'un célèbre politicien qui aurait préféré le voir poursuivre ses études de droit. Revenu dans son pays après une formation en Europe, il s'est servi de la cuisine pour redonner de la fierté et de la visibilité à son pays. Il est aujourd'hui à la tête d'un empire culinaire et la personnalité préférée des Péruviens qui aimeraient bien le voir devenir président. Au Pérou, on était toujours en train d'imiter des autres cultures. L'amour, le respect pour le produit, le respect pour
pour la profession, le respect pour les clients, l'excellence, non? Embrasser ta culture avec orgueil. Non? Je suis fier de ma culture. C'est ça ce qu'on a appris de la France. Et quand on est retourné au Pérou, et comme tous les chefs retournaient de la France dans leur pays, bien sûr, au début, on faisait la cuisine française. Mais petit à petit, on commençait à découvrir notre pays, notre culture dans tout le monde. La Casa Morera, c'est l'adresse de prestige de Gaston Acurio, située en plein cœur de Lima, celle où se trouve son restaurant gastronomique. À la tête de la cuisine, il a placé le chef Diego Muñoz, un Péruvien qui était bien installé à Sydney avant de succomber à sa proposition. Cette maison, c'était la maison d'une ferme, une énorme ferme. C'était pas un château comme on trouve dans le centre de Lima. C'était une famille qui habitait là-bas, qui avait une ferme énorme. La ville commence à grandir, et ça s'est urbanisé, donc c'est devenu le quartier le plus cher, mais la maison était conservée. Elle était vraiment très détruite, donc on l'a récupérée. Donc, OK, on va montrer l'héritage de la maison, mais dedans, on va faire que de la créativité. On va donner aux jeunes garçons, je pense qu'il y a 80 cuisiniers, lidérés par Diego. Et Diego il a eu la mission de faire créativité. Mais créativité dans le sens pur, c'est-à-dire tu dois faire quelque chose que personne n'a fait avant. Notre menu actuel a été inspiré par des gens, des journalistes, des artistes, des chefs ou autres, qui ont eu une influence, qui nous ont influencés ou qui sont liés à nous. On leur a demandé de nous parler de leurs souvenirs. Mes parents ont même participé à l'exercice. De là, on a dressé une liste de concepts pouvant être utilisés pour élaborer notre menu. Puis, on en a choisi quelques-uns, créé une recette pour chacun et préparé l'ordre du menu qu'on offre maintenant au restaurant. Par exemple, voici un plat très simple et très populaire qu'on a mis au menu. C'est un œuf frit avec de la purée de pommes de terre. Il s'agit d'un hommage à la cuisine de nos mères. Je suis certain que tous, pas seulement au Pérou, mais partout, tous ont vu leur mère préparer des plats simples à la maison. Puis on a de la raspadilla, très important en été. C'est de la glace pilée recouverte d'un sirop aux fruits. Ce plat-ci est préparé avec des légumes de notre potager. Ce sont deux plats très importants. Et on a bien sûr le ceviche. On a du ceviche sur tous nos menus. Celui qu'on offre en ce moment est un ceviche à la pomme de lichia, un fruit de la vallée de Mala. On prépare le ceviche avec des pommes, de l'oursin, des palourdes et de la pomme de nuit, une sorte de cactus. Dans la Casa Morera, il y a aussi un restaurant plus décontracté, la Barra, qui puise dans un registre traditionnel et sert une cuisine ludique et fraîche dans un décor qui l'est tout autant. Cet endroit est rempli de possibilités. On a toujours mis l'accent sur la fine gastronomie. Mais à côté, on a ce restaurant du coin, cette taverne typique de Lima. Pour un chef de fine gastronomie, c'est l'autre visage de la cuisine. Un chef essaie toujours de préparer ce qu'il aime manger quand il va au resto. Créer une expérience à partir de cette idée est fort intéressant.
Les deux volets ouvrent sur plein de possibilités. Ce qui m'apparaît le plus intéressant, c'est de sortir de sa zone de confort. C'est d'essayer des choses nouvelles, de faire des essais, d'explorer des recettes et de les développer. Mais le restaurant de Gaston Acurio qui connaît le plus grand succès et a plusieurs succursales dans le monde, c'est la Mare. Et comme son nom l'indique, on y sert poissons et fruits de mer dans une ambiance festive de plage. Quand vous avez envie de manger quelque chose là, qui est pour vous le goût du Pérou, c'est quoi? Je suis de Lima, limeño ceviche, non? Bien sûr. À Lima, on aime la ceviche, on aime la cevicheria comme concept, parce que pour nous, c'est un endroit où on partage des émotions très intimes. On sort le meilleur de nous-mêmes. Quand on est avec des amis le samedi midi en train de manger un ceviche, on célèbre la vie sans aucun regret du tout. Non? On est en train de célébrer la vie. Donc, ceviche, c'est pour nous. Pour les limeños, c'est le plus important. Avant, la cuisine, c'était un territoire où, on peut le dire un peu dur, mais c'était comme ça, c'est un territoire de frivolité. C'est-à-dire, c'était seulement aller manger dans un restaurant pour le plaisir de goûter des choses, c'est tout, n'importe... le client, il ne voulait pas savoir d'où venaient les produits, s'ils étaient bien faits, bien pour l'environnement, pour la société, pour l'économie, pour les gens, pour les producteurs, pour les pêcheurs, etc. Maintenant, non. Maintenant, la cuisine, c'est un espace de lumière. C'est-à-dire, c'est un territoire, le restaurant, c'est une ambassade culturelle où on peut parler avec nos plats sur des choses beaucoup plus importantes. Dans l'agriculture, dans la pêche, dans l'environnement, dans la créativité, dans le commerce, dans la fraternité des peuples, on partage des cultures, des recettes, etc. Et c'est magique les moments qu'on vit maintenant le cuisinier parce que la cuisine, finalement, utilise son pouvoir pour changer la vie de beaucoup de gens.